Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts de Logan, une série dédiée au monde du numérique en entreprise. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet passionnant qui nous concerne tous et qui prend chaque année de plus en plus d'importance. La communication responsable et les notions de RSE. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout expliquer dans cet épisode. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la manière dont on communique à nos futurs clients, à nos clients actuels, a un réel impact sur la notoriété de l'entreprise et aussi un réel impact sur la façon dont on va générer du lead. Car bien évidemment, des gens vont avoir une façon différente de percevoir vos messages et surtout, on remarque et on constate qu'une nouvelle éthique est à l'essor depuis maintenant plusieurs années. Les gens veulent du vrai. Les gens veulent que les entreprises soient responsables, les gens veulent que les entreprises les respectent l'environnement et respectent le milieu dans lequel nous vivons actuellement. C'est la raison pour laquelle cette notion d'RSE est arrivée depuis maintenant quelques années, que des professionnels se sont penchés sur ce qu'on appelle aujourd'hui la communication responsable. Alors, rapidement, pour résumer, qu'est-ce que la communication responsable ? C'est le fait de communiquer de manière éthique, de manière responsable, bien évidemment, en prenant soin de respecter l'environnement, le client. Donc c'est quelque chose qui s'impacte sur beaucoup de choses. D'un point de vue écologique, la manière dont on communique change. On fait des campagnes de communication qui aujourd'hui prennent en considération l'impact carbone qu'on peut avoir et donc on organise nos supports, on organise notre façon de faire différemment afin qu'on puisse être plus responsable, donc c'est un mot qui va beaucoup revenir bien évidemment, mais qu'on soit plus propre, qu'on communique moins sale si je peux dire. Il y a aussi le côté éthique où on respecte la chaîne de production. Alors ça peut être de la production locale, ça peut être du fair trade, ça peut être plein de choses comme ça et une communication qui révèle les valeurs de l'entreprise, mais dans des valeurs aujourd'hui considérées comme responsables, éco-responsables. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Diane Demont de la société Zest. Diane, bonjour. Bonjour Logan. Diane, c'est un vrai plaisir de te recevoir depuis tout ce temps. Ouais, un plaisir partagé, moi aussi. Diane, aujourd'hui, donc comme j'ai expliqué, le sujet étant la communication responsable, le RSE, tout ça, moi ce qui m'intéresserait avant tout, c'est que tu nous parles de ton parcours, que tu nous expliques à quel moment tu as eu cette prise de conscience de te lancer sur la communication responsable, et si tu pouvais aussi nous expliquer qu'est-ce que Zest, ce serait parfait. Ok, alors je vais essayer de faire synthétique parce que j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies en une seule, mais je vais essayer de faire ça synthétique. La communication responsable, ça m'est venu il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, même si j'ai déjà un petit parcours derrière moi de mon grand âge, de 33 ans. En fait, j'étais donc dans une grande entreprise pendant environ 10 ans, où j'étais responsable communication, marketing opérationnel et notamment c'est un moment où la qualité de vie au travail est arrivée en France, la fameuse QVT. Et voilà, du coup, je mettais en place des actions de communication, j'échangeais énormément avec les collaborateurs et je faisais tout ça en alignement, en cohérence avec des valeurs qui étaient très fortes pour moi, les fameuses valeurs de l'entreprise. Et pour moi, ça faisait complètement sens d'agir en fonction de ces valeurs, de mettre en place des actions, des échanges, voilà, tout ce qui pouvait faire grandir l'entreprise, autant dans sa communication interne qu'externe. Je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une vraie dissonance entre ce que je mettais en place, ce qui me tenait à cœur, ce qu'étaient ces valeurs-là, ce qu'elles étaient dans leur définition écrite de l'entreprise et finalement ce qu'on ressentait, ce qui était véhiculé par la ligne managériale et par tout ce qui faisait la culture d'entreprise en fait. Donc voilà, une grosse dissonance qui me mettait un peu mal à l'aise dans ma mission, beaucoup mal à l'aise même sur la fin, d'autant qu'il y a un parcours personnel à côté, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais qui a fait que j'étais d'autant plus sensible à ce genre de sujet.
et du coup qui m'a fait partir de cette entreprise. Donc j'ai eu deux autres expériences dans la continuité, toujours dans la com digitale, la qualité de vie au travail, puisque les employeurs qui suivaient avaient bien compris cette sensibilité que j'avais et que c'était un sujet dans l'air du temps, hein, clairement. Hein, ce côté marque employeur, on en parlait de plus en plus, ça devenait important, mais plus stratégiquement qu'avec bienveillance. Et là encore, du coup, c'était pas OK pour moi. Donc j'ai décidé de quitter la posture de salarié pour créer mon entreprise. C'était fin 2018 et début 2019, Zest a vu le jour. Donc avec une dominante com interne et qualité de vie au travail forcément au début. Et petit à petit, j'ai eu des clients qui étaient spécialisés dans la fameuse RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, un grand sujet là encore, notamment depuis 2 ans. Qu'on verra un peu plus tard. Absolument, ouais, dont on reparlera après. Et j'ai appris à cet endroit-là que la communication responsable, en fait, la qualité de vie au travail, était finalement qu'un rayon du soleil de la RSE et que ce qui faisait vraiment sens et la seule manière de changer les choses, c'était d'avoir une vision globale, une action globale sur cette fameuse RSE dont on parlera du coup tout à l'heure. D'où ma dernière formation l'année dernière pour être vraiment plus pointue sur la communication responsable qui est un parallèle à la RSE pour transformer les choses et être un petit colibri à ma façon. D'accord. Merci pour toutes ces explications et pour ce parcours néanmoins atypique. Du coup, la communication responsable, hein, qui est aujourd'hui le cœur du sujet de ce podcast. Alors, pour les entreprises, c'est pas une fin en soi, mais aujourd'hui, on est quand même vers une tendance où les entreprises sont, malgré elles, ont tendance à aller vers. Il faut savoir que dans cette notion-là, il y a ce qu'on dit la raison d'être et la raison de dire de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste on fait de la communication responsable pour le fun, c'est qu'il y a derrière quand même une réelle philosophie. Comment tu vois ça, toi, avec les entreprises ? Ouais. Alors au-delà d'une philosophie, je pense qu'il y a des enjeux qui sont là, qui sont existants, qui sont dans les prises de conscience des entreprises, mais pas que, des citoyens aussi, et de tout acteur, de tout humain de ce monde aujourd'hui. Et les grands enjeux liés à la communication responsable sont écologiques, économiques, sociaux et sociétaux, puisque c'est une communication qui vient agir autant au niveau environnemental avec l'éco-conception que sur la qualité du message, la promesse, la preuve, pour redonner confiance, pour réembarquer l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes. Mais ça, pareil, je redéfinirai, je pense, au moment de la partie tout à l'heure. Mais ouais, c'est pas que philosophique, c'est vraiment quelque chose de concret qui demande. Alors certes, c'est une stratégie, c'est un plan d'action, mais qui prend en compte les enjeux d'aujourd'hui et qui permet de mettre en place des actions et des messages qui sont dans la pédagogie, qui sont concrets, qui donnent des preuves pour transformer un petit peu les choses, pour redonner du sens, ce fameux sens là aussi dont on parle de plus en plus et dont tout le monde cherche quelque chose depuis... notamment depuis ce qui s'est passé avec ce cher Covid. Et la communication responsable a un vrai rôle, en fait, là-dedans. On peut citer en exemple Intermarché, je me rappelle, qui avait fait une pub pour les fruits et légumes moches, pour sensibiliser au gaspillage. Par exemple. Bah oui, typiquement, c'est de la communication responsable. Ça embarque autant les producteurs locaux, le côté proximité, que le gaspillage. Il y a ce côté très pédagogique aussi dans la communication responsable et puis un petit côté fun qui fait du bien quand on peut ajouter cette touche, cette petite dose de fun qui fait du bien, qui redonne espoir. C'est vrai que c'est une campagne qui intègre des grandes lignes de la com responsable et ils ont fait ça très bien, oui. Donc on entend aujourd'hui que la communication responsable a vraiment un impact sur comment on appelle ça, l'identité de l'entreprise, la réputation de l'entreprise. Oui, absolument. C'est comme dit, ça intègre
beaucoup de choses, donc ça va autant agir l'identité forte de l'entreprise dans son ADN profond, puisque quand j'accompagne une entreprise dans sa communication responsable, la première chose que je fais, c'est de travailler autour de sa raison d'être, de sa mission et de ses valeurs. Okay. Je parle notamment, il n'y a pas forcément de loi, mais il y a des choses ces dernières années, des textes, des réglementations qui sont sortis, comme la norme ISO 26000 ou la fameuse loi Pacte, dont on a pas mal entendu parler, et qui gravitent beaucoup autour de la mission de l'entreprise, de son rôle au-delà d'être un acteur économique, de la mission qu'elle se donne pour répondre à des enjeux concrets. Donc la première chose que je fais, effectivement, c'est de travailler sur cet ADN. Les valeurs et comment elles les incarnent aussi, comme dit, pour faire écho à ce que je disais en première partie dans l'entreprise où j'ai passé plusieurs années, c'est de travailler sur des valeurs qui sont réellement incarnées et de voir comment elles sont définies pour entrer dans une charte de vivre ensemble, une charte qui peut être partagée aussi à l'extérieur pour être dans la transparence. Donc c'est partir de ces fondamentaux-là pour construire derrière la stratégie. Alors, il y a ce qu'on voit. Je pense notamment, là on citait la pub d'Intermarché, il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Donc juste avant de commencer l'enregistrement, tu m'as parlé d'un outil, et du coup en regardant le site internet, j'ai remarqué quelque chose auquel je ne faisais absolument pas attention, c'était l'empreinte carbone. Ouais. Donc ça, j'étais assez étonné d'ailleurs de voir, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais sur l'outil que tu m'as parlé, il mettait des graphiques et on voyait, voilà, votre campagne de pub représente X grammes ou kilos d'empreinte carbone, ce qui correspond à un voyage en voiture de 1,5 million de kilomètres. Et c'est là où on prend la claque en fait. C'est là où on se dit, waouh, une campagne d'emailing ou une campagne de mailing ou un truc comme ça consomme tellement, en fait, on s'en rend absolument pas compte, quoi. Ouais, absolument. En fait, on est vraiment sur cette idée aussi de créer l'équilibre entre la performance économique, et la mission, le rôle bienveillant de l'entreprise vis-à-vis du monde et de la société. Et effectivement, le fait de se rendre compte de ça, c'est aussi avoir des indicateurs. Cet outil, en l'occurrence, est vraiment, vraiment très bien, et je peux en parler plus si tu veux, mais ça donne des chiffres clés à des endroits précis, là où tu vas faire du print à l'autre bout du monde parce que ça te semble moins cher, mais en fait, tu mobilises je sais pas combien de cargos qui vont traverser l'océan, ou d'avions, ou je sais pas quoi, qui vont polluer de ouf. On fait des choses, on a mis en place des schémas qui économiquement étaient très intéressants en termes de performance, de trésor, et voilà, c'était normal, ça faisait partie du bien vivre de l'entreprise. Mais aujourd'hui, en fait, c'est grâce à des outils comme ça qu'on se rend compte de l'impact que ça a en termes de, comme tu dis, d'empreinte carbone. Et du coup, c'est pas du tout éco-responsable de la part de l'entreprise. Et les entreprises sont attendues là-dessus aujourd'hui, autant de la part des citoyens que des salariés. Il y a encore eu un article cette semaine qui est sorti sur ce que les salariés attendent de leurs entreprises, et ils veulent être acteurs aussi de ces sujets-là. On n'en a jamais autant parlé que ces dernières années. On en parle même un peu trop parfois à mon goût, même si c'est mon dada, effectivement, mais il y a un côté panique qui n'est pas forcément très constructif, et c'est là aussi le rôle de la communication responsable, c'est d'en parler de manière plus pédagogique, on va dire, à nouveau, sans dire forcément sereine, mais de manière plus pédagogique, pour qu'on comprenne là où est-ce qu'on peut agir, où est-ce que l'entreprise peut agir et être acteur. Et bien justement, alors je sais qu'à petite échelle, chacun peut y contribuer. Je vais prendre un exemple. Dans une dernière entreprise dans laquelle j'avais travaillé, une des dernières dans laquelle j'avais travaillé, on avait par exemple eu la demande du service informatique d'archiver nos mails, de rechercher les mails les plus anciens, de sauvegarder les pièces et de supprimer les mails, parce que certaines boîtes mail avaient plus de 8000 mails dedans en 10 ans d'entreprise, de boîte, et rien que ça, à ce niveau-là, il y avait un impact carbone qui était énorme. C'est clair que le digital, on a aussi eu cette phase où il fallait tout faire en digital, où du coup on n'imprimait pas, on stockait les données au lieu d'imprimer, machin, tout ça, et on s'est quand même assez vite rendu compte que le digital avait un gros impact aussi. C'est ce qu'on appelle le numérique responsable.
Et comme tu dis, en fait, dans la gestion de nos mails ou même les vidéos YouTube, il y a plein de choses, plein d'éléments qui rentrent en compte. Alors moi, je suis pas experte numérique responsable, comme dit. Tout ce qu'on me dit là, en fait, il y a un métier spécifique à chaque fois, que ce soit l'éco-conception, c'est un métier, le numérique responsable, c'est un métier, l'événementiel éco-responsable est un métier, le marketing responsable est un métier. Et la communication responsable en termes de stratégie en est un aussi. Donc à chaque fois, c'est des leviers à part, mais qui agissent ensemble pour atteindre des vrais résultats. Et le numérique responsable, c'est un vrai sujet aussi, puisqu'aujourd'hui, on a pris des nouvelles habitudes qui nous semblaient saines, écologiques, et qui finalement, on se rend compte, ne le sont pas, parce que y a la pollution des écosystèmes, il y a l'impact de stockage de données, des datas, la gestion des datas, machin. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en compte là-dedans. Il y a aussi un énorme impact social qui est de plus important entre ceux qui sont hyper connectés et ceux qui se sentent exclus parce qu'ils n'ont pas accès au digital. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le numérique responsable, autant sur la partie émissions de gaz à effet de serre, pollution, que fracture numérique, comme on dit. Et ouais, c'est un vrai sujet. Il y a l'INR qui fait des trucs super, l'Institut numérique responsable. Il y a le Green IT aussi qui donne des pistes qui sont vraiment chouettes pour faire des mini-audits de où on en est aujourd'hui, autant à titre perso que pour les entreprises, et pour donner des petits indicateurs, des petits curseurs, des pistes d'action pour se rendre compte que, comme tu dis, des petites bonnes pratiques au niveau des mails, au niveau du stockage de données, voilà. Mais ouais, ça fait partie des grands leviers de la RSE, du coup, pour le coup. Donc voilà, le but étant bien évidemment de comprendre les enjeux et de savoir que c'est pas juste communiquer sur Internet comme quoi on est responsable qui fait qu'on l'est vraiment. Donc ça rejoint ce qu'on parlait tout à l'heure, la raison d'être d'une entreprise par rapport à sa raison de dire. Pour conclure ce bloc-là, on va dire empreinte carbone, tout ça, vraiment tous les enjeux autour de la communication, et avant de passer au gros bloc qui nous intéresse aussi, le RSE, la RSE, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ce fameux outil qu'on a évoqué juste avant, s'il te plaît ? Ouais, de Bilobe, bien sûr. Je rebondis juste, t'as dit des mots et que j'ai pas dit, mais en criant zeste, ça fait partie un peu de ma raison d'être. C'est aligner raison d'être, raison de faire et raison de dire. Et en fait, tout ce que je dis là, je parle beaucoup parce que j'essaye même de me canaliser tellement il y a de choses à dire sur ce sujet, mais finalement, c'est vraiment ça la ligne directrice, c'est d'aligner la raison d'être, la raison de faire et la raison de dire. Et c'est pour ça que quand je dis que tous ces métiers vont en parallèle ensemble, la RSE, la com responsable, le numérique responsable, etc., c'est vraiment cette image globale qui fait qu'on peut agir. Et du coup, tout ça pour parler de Bilobe, effectivement, c'est un calculateur qui a été créé en fait il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'est un directeur d'agence de communication à Strasbourg qui a été un peu trop précurseur sur le sujet, en l'occurrence, qui était déjà passionné de ce sujet-là. C'est une agence de communication qui d'ailleurs est reconnue en France sur ses réflexions et ses accompagnements autour de la notion de responsabilité dans la communication, concrètement. Et il avait lancé ce calculateur il y a 8 ans et ça n'a pas marché parce qu'il y a 8 ans, on ne parlait pas de RSE. Enfin, voilà, il y a 8 ans, on n'était pas du tout sur cette notion de responsabilité de l'entreprise. On était justement plus dans la capacité économique, dans la performance, etc. Et clairement, c'était pas le moment. Donc précurseur, ça n'a pas marché. Et là, il se trouve que depuis 2 ans, donc un peu avant ce qui s'est passé avec notre Covid, et encore plus depuis que la Covid est arrivée avec cette petite claque, grosse claque que se sont pris les entreprises par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis de l'entreprise, il y a eu plusieurs demandes qui sont tombées d'un coup et du coup il a relancé le sujet, donc ils sont en train de retravailler dessus pour le relancer donc en mode start-up pour avoir l'accompagnement qui va bien et être sûr de lancer un outil avec toute la performance et tout l'impact qu'il peut donner. Et donc c'est un outil, si tu veux, qui rassemble énormément de données et qui permet de calculer l'impact global d'une campagne de communication. Donc comme dit, dans la com, on parle beaucoup.
Mais finalement, il n'y avait pas grand-chose de concret là-dessus. Et quand on fait une campagne de com, on parlait du digital, quel impact ça a concrètement en termes de chiffres, quand on parle du print, quand on parle de l'événementiel, quand on parle des déplacements, etc. Et tout ce que tu peux rentrer dans une campagne de communication va être calculé à cet endroit en saisissant toutes les données, les kilomètres, le nombre de vidéos, les spots au ciné, le nombre de collaborateurs qui travaillent dessus, tout. Et faire cette saisie globale permet d'avoir des graphiques, des chiffres qui te donnent concrètement, sur tel support, sur tel canal, sur telle action de communication, ça a eu tel impact. Et tu vois là où vraiment il y a eu des choses un peu aberrantes. Et ça permet donc c'est un audit, clairement, ça permet de faire un audit et d'analyser où est-ce que tu peux agir pour faire mieux et te fixer des objectifs concrets pour avoir une campagne de communication qui soit plus responsable et avoir moins d'impact la prochaine fois, quoi. Et c'est là où on aperçoit des chiffres qui des fois peuvent faire peur. Bon, je pense que je mettrai le lien du site, de toute façon, tout ce qui est évoqué là aujourd'hui, c'est ce que je fais pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube ou qui l'écoutent sur YouTube. Je mets tous les liens pour les autres, vu que maintenant les podcasts sont diffusés aussi sur d'autres supports. J'invite les gens à rechercher les podcasts de Logan sur YouTube, et dedans je mets tous les liens, donc le lien vers Zest, il y aura le lien vers Bilobé, vers d'autres choses qu'on serait amené à parler tout au long de ce podcast. Je t'enverrai aussi du coup les fameuses calculettes sur l'INR, où il y a des calculettes dont je parlais tout à l'heure, tu sais, qui permettent de faire des mini états des lieux, du coup, qui sont gratuits, mais qui permettent déjà d'avoir quelques notions et quelques références. Je te le mettrai aussi. C'est top. Tout ça, ce sera en description. Ok, donc on ferme cette parenthèse communication responsable, numérique, etc. Donc on a fait une belle introduction, et je pense que maintenant les gens comprennent un peu mieux les enjeux. Donc il faut savoir que ces podcasts-là, les gens savent, ils en ont un par mois, et du coup ils durent longtemps. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de se restreindre. Vraiment, le but aujourd'hui, c'est que ce soit informatif, que les gens sachent les tenants, les aboutissants, comprennent. Il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise, des startups, etc., qui écoutent ce genre de podcast, et ils sont directement concernés par la politique de communication responsable, la politique d'RSE à mettre au sein de leur entreprise ou de leur startup. Donc, ne soyons pas avares de bons d'informations. Ouais, ça marche. Donc la politique RSE. Alors déjà, une phrase très simple, le ou la RSE. La RSE. La RSE. Donc c'est un anagramme de quoi ? C'est la responsabilité sociétale des entreprises, sociétale et environnementale des entreprises. Et c'est donc ce qui va englober plusieurs piliers qui vont être autant en lien avec la gouvernance de l'entreprise qu'avec sa communication, qu'avec son impact numérique. Enfin, ça va regrouper en fait les grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux de l'entreprise et tous les leviers où elle peut agir. Donc c'est quelque chose qui est assez bien défini et encadré dans la norme ISO 26000 dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est clair que je conseille pas forcément de lire la norme ISO 26000 qui est un pavé énorme, c'est pas du tout l'objet. Mais par contre c'est un vrai repère pour des organisations ou des labels qui ont construit leurs accompagnements, leurs conseils, leurs webinars, tout ce que tu veux autour de ces grands piliers pour accompagner les entreprises dans leur transformation, dans leurs actions RSE. C'est aussi l'idée, si tu veux, il y a des entreprises qui font des choses qui n'en ont pas conscience, il y a des entreprises qui veulent faire mieux mais qui ne savent pas comment, et ça permet vraiment d'accompagner les entreprises qui font déjà en prendre conscience et à le dire du coup, #communication responsable, et les entreprises qui ne font pas encore, à savoir
où elles peuvent agir. Il y a parfois des choses très simples. C'est d'ailleurs le rôle d'une boîte que je connais qui accompagne les entreprises dans leur démarche RSE, et c'est aussi de savoir identifier les petites actions qui sont possibles. Ça relève pas forcément d'une grosse transformation. Il peut y avoir des petites actions et du coup des pistes de progrès qui sont très chouettes. Il y a un label en France qui donne des webinaires, des formations que moi j'aime beaucoup, parce que bon, il y a plein de labels, hein, mais il y a un label que j'aime bien et que je recommande par rapport à la RSE, c'est le label Lucie, qui est un label qui justement n'est pas une checklist de choses à checker à l'instant T pour montrer que je fais de la RSE et je fais ça bien, mais c'est un label qui travaille sur les axes de progrès. Donc ça te permet de voir où tu en es à l'instant T, et au travers d'audits, d'engagement, de rapports que tu t'engages à donner une fois par an, de montrer comment tu évolues sur les axes que tu as définis et là où tu veux être acteur, là où tu veux agir, pour avoir cette idée d'avancer, de grandir. Et voilà, on est dans un monde où tout est mouvant, où rien n'est figé, et pour moi ça fait complètement sens d'avoir un label sur ce sujet-là qui soit dans cette dynamique. Donc le label Lucie, c'est un super accompagnateur sur ce sujet-là. D'accord, ok. Ouais, donc ça aussi, c'est peut-être intéressant de le mettre en description si on a un lien ou... oui, je te l'enverrai. Voilà, tous ces éléments-là, hein, parce que c'est vrai qu'on est sur un sujet quand même qui peut paraître un peu compliqué, et du coup, maximum de documentation qu'on puisse fournir, le mieux ce sera. Ouais. Et, du coup, c'est là où il y a quand même une sensibilisation importante à faire, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'entreprise, etc. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'entreprise, il y a quand même une personne à sa tête, et c'est cette personne-là, hein, donc le chef d'entreprise, qui doit être sensible à ça. Je regardais un petit peu là en même temps que tu me parles, je regardais sur des exemples là, de communication responsable. Sur la partie RSE, on va se concentrer vraiment sur ta partie à toi, hein, parce que c'est aujourd'hui un enjeu qui reste néanmoins important, hein, la communication responsable. Donc je pense qu'on va se concentrer là-dessus. On va mettre de côté tout ce que tu parlais avant, le marketing responsable, l'empreinte carbone, etc. Toutes ces choses-là qui méritent aussi des vraies expertises. Mais si déjà il y a un point où en interne à l'entreprise, les gens s'organisent pour essayer d'être responsables, et sur l'extérieur, on a une communication qui est justement orientée communication responsable, ce sera déjà pas mal, on sera déjà dans une bonne dynamique. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite à ce on échange plutôt sur ce sujet-là, et donc notamment sur la spiritualité du dirigeant, hein, à savoir quel état d'esprit il faut être, comment être sensible, comment toi tu les accompagnes, comment tu les sensibilises à s'orienter vers un mode responsable. Ouais. Alors, il y a juste un truc qui est délicat dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tu peux pas faire de communication responsable si tu ne fais pas un minimum de RSE, même sans le savoir avant. Comme dit, il y a les actions qui sont mises en place en parallèle sont hyper importantes, parce que c'est ce qui permet de donner des preuves. Et communiquer responsable, s'il n'y a pas d'action, en fait, c'est un peu faire du greenwashing. Donc, c'est pour ça que vraiment c'est lié, et qu'une démarche RSE est complètement parallèle à une communication responsable. Alors ça, c'est une notion importante, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, ou alors on peut même en parler tout de suite. Qu'est-ce que le greenwashing ? Parce que quand j'ai fait mes recherches tout à l'heure là sur tout ce qui était politique RSE, etc., j'ai vu ce mot apparaître plus d'une fois. Ouais. Alors le greenwashing, c'est un gros travers qu'il y a eu ces dernières années, c'est de dire on fait bien les choses, on est super écolo, achetez ma lessive verte, machin, elle est bonne pour l'environnement, blablabla, je te joue du violon, et en fait que dalle, c'est de la merde dedans, et puis en fait c'est une lessive comme les autres. Pour être très caricatural, et j'ai rien contre les lessives, voilà, je dis ça comme ça. Mais c'est un peu ça le greenwashing, c'est de dire alors que voilà, c'est des belles paroles alors qu'en fait il se passe rien derrière et que c'est pas fondé.
Et c'est là en fait que la communication responsable est vraiment arrivée, c'est qu'il a fallu retourner un petit peu ce travers qui a été mis en place, qui a été ancré, où il y a eu plein de publicités comme ça, et du coup les gens ne font plus confiance aujourd'hui aux paroles des entreprises. Enfin, je sais pas comment tu réagis quand tu vois de la publicité, hein, mais moi je regarde plus la pub, ça m'énerve. Et je pense que je fais partie de ces, je sais plus, c'est 4 Français sur 5 ou 3 Français sur 4, mais beaucoup de Français qui ne font plus du tout confiance aux prises de parole des entreprises, et je ne parle même pas de politique, je parle juste des entreprises. Mais c'est notamment lié à ces publicités où je te vends des trucs merveilleux, magiques et tout, alors qu'en fait, que nenni. Du coup, c'est un peu ça, le greenwashing, pour en parler en vulgarisant un peu les choses. Et la com responsable est arrivée là pour renverser un peu cette mauvaise habitude qui a été prise. Donc il y a des organisations en France, la RPP, il y a des organisations qui sont arrivées avec leurs gros sabots dans tout ça pour donner un coup de pied et contrôler. Et du coup, normalement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour une entreprise de faire une publicité ou une communication greenwashée, puisqu'elles sont contrôlées. Si elles ne le sont pas, elles ont des pénalités, quoi. Donc ça n'est plus censé exister, et ce qui permet de contrer ça, en fait, c'est d'avoir une communication donc plus responsable, et d'avoir, quand tu as une entreprise normalement qui te donne un peu des discours comme ça, où je te joue du violon, tu dois normalement soit avoir des chiffres clés ou des choses qui te donnent la preuve qu'il y a vraiment, ou les ingrédients, ou je sais pas quoi, que c'est vrai, pour te prouver que c'est vrai et du coup te redonner confiance. Soit tu as un petit astérisque ou des petites choses écrites en petit qui te ramènent vers un site qui souvent est lié avec les engagements de l'entreprise et qui montre patte blanche avec les derniers rapports, avec les composantes, avec les chiffres clés, avec là d'où ils viennent et là où ils veulent aller. Enfin, vraiment d'être transparent en fait, et de montrer des preuves, de donner des preuves. Ok, je comprends. D'accord. Donc attention, danger, le greenwashing. Après, c'est vrai qu'on est dans un monde où les choses bougent tellement vite que généralement, quand on essaye de mentir, si je peux dire ça, ou de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, les retombées derrière peuvent être pires que si on joue la carte franc jeu du on n'est pas responsable, mais notre produit, avantage, inconvénient du produit. Donc je pense que c'est important aussi de sensibiliser que communiquer sur quelque chose qu'on n'est pas peut être très dangereux, et les retombées derrière peuvent être dramatiques. Et puis, s'il y a des startups ou, comme tu dis, qui nous écoutent, je pense que c'est un vrai constat aussi à faire aujourd'hui, après la crise qu'on a traversée, que notamment les jeunes entreprises ou les entreprises qui, quelle que soit leur taille, qui en sont ressorties plus fortes ou plus valorisées, sont des entreprises qui incarnent ces choses-là. C'est des entreprises engagées, c'est des entreprises engageantes, c'est des projets novateurs, mais c'est ce qui répond en fait vraiment à ce que les gens attendent aujourd'hui. Tout à fait. Et là, je vais citer, parce que c'était justement une start-up dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir découvrir à sa création, une entreprise une start-up de chez nous, la Coquelicot, dont la principale activité va être de concevoir parce que ça y est, ils ont reçu leur machine, de concevoir des emballages sur mesure et personnalisés. Ici, la problématique à laquelle ils voulaient répondre, déjà, c'est qu'ils étaient sur un marché où il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, mais où pour se fournir, il fallait commander les cartons à Tataouine. Donc ce qui veut dire que même si la quantité de cartons... Alors déjà, ça nécessitait de commander des grosses quantités d'emballage, donc c'est du carton ondulé, c'est les cartons épais, là, les résistants, qu'on voit quand on reçoit nos cartons Amazon, des trucs comme ça par exemple, pour ne pas citer une entreprise responsable. Et ils font des efforts, ça aussi c'est un sujet qu'on pourra parler après, mais c'est qu'aujourd'hui tu es une entreprise e-commerce ou tu es une entreprise classique et tu fais de la livraison, tes cartons, t'es obligé d'en prendre. Je vais prendre l'exemple là, d'une entreprise aussi, je fais une parenthèse dans une parenthèse, d'une entreprise pour laquelle j'ai fait leur site internet, et notamment on a fait un énorme shooting sur les produits, etc. Et il avait des
énormes cartons remplis de boîtes dans lesquelles il emballe justement ses produits. Et je lui dis, mais pour la quantité de produits vendus, je crois qu'on était à moins de 100 produits à l'année, il avait des cartons qui représentaient plus de 5000 emballages. Et je lui dis, mais c'est énorme. Et donc il dit oui, parce que pour avoir un prix intéressant, il fallait que je commande au moins 5000 cartons. Donc, ou plus. Hein. Mais tout ça pour dire, en en consommant 100 à l'année, je pense qu'il est parti pour 20 ans là. Donc au moins il aura plus cette charge-là. C'est déjà quelque chose. Sachant qu'en 20 ans, il va peut-être changer d'activité ou de concept. Mais tu vois, ça rejoint ce que je te disais, qu'on cherchait tellement cette rentabilité qu'on l'a tous fait, hein, de faire du print, nos cartes de visite, nos flyers ou je sais pas quoi, en prenant 2000 exemplaires parce que ça revient 5 fois moins cher. Mais au final, un an après, c'est plus vraiment juste, on n'a plus vraiment le même titre, on n'a plus vraiment la même activité, on fait plus vraiment la même chose et on va jeter ça, quoi. Donc, non, mais c'est le cas de plein de monde. Et c'est pour ça donc que cette boîte Coquelicot dont je parle, eux vont proposer des emballages en très petite quantité. Je crois qu'on peut commander à partir de 10 emballages, quelque chose comme ça. Et surtout, essayer de limiter au maximum tous les produits qui viennent de loin. C'est-à-dire que le carton sera fourni en local, il est découpé, imprimé directement par Coquelicot, il est envoyé par un transporteur local. Donc vraiment, on est sur quelque chose justement de responsable, quoi. Mais là on parle pas de communication, hein. On est vraiment dans justement le savoir-être de l'entreprise qui par ses principes moraux disent ok, nous on veut vendre un produit mais par contre il faut que le produit soit le plus responsable possible. Et ça c'est tout à fait le genre de start-up ou le genre d'entreprise vers lesquelles il faut tendre, parce que c'est des choses aujourd'hui qui vont justement sensibiliser en disant voilà, on peut travailler et bien travailler local, responsable, etc. Complètement. Et donc là, ça rejoint donc le sujet qu'on avait lancé au début, la spiritualité du dirigeant, parce que cette boîte-là a été montée par quelqu'un qui a travaillé des années dans le carton et qui a dit voilà, on consomme, on gâche, les cartons viennent de loin, les prestataires sont loin, il faut réagir, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de se lancer. De se lancer dans cette aventure. Donc voilà, on apprécie justement ces prises de conscience et comme quoi, hein, comme tu disais tout à l'heure, il faut déjà être dans une dynamique et une optique de comprendre les enjeux et pour pouvoir ne pas faire donc du greenwashing. Et ça, c'est important. Et cette sensibilisation-là, aujourd'hui, c'est le but justement de ce podcast-là. Et c'est là où c'est intéressant. Et j'invite justement à ceux qui nous écoutent, hein, qu'ils soient chefs d'entreprise ou même start-upers, de prendre attache avec Diane. Parce que c'est aujourd'hui sa philosophie et plein d'autres choses qu'elle va nous parler après d'ailleurs, mais justement c'est ce qui permettra et c'est ce qui vous permettra à vous de pouvoir mieux connaître les enjeux, mieux comprendre les enjeux pour après derrière avoir vraiment une vraie notoriété et une vraie puissance de communication sur votre façon de communiquer par rapport à votre entreprise. D'ailleurs, parce qu'on parle de Diane et de ce que Diane peut nous apporter, alors je pense qu'on peut découper ce que tu fais. Alors au début, il y avait un point sur lequel on voulait venir, hein, c'était l'offre que tu proposais toi aux indépendants. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Alors je ne sais pas si on peut en parler ou pas avec Bilobey. Si tu veux, tu peux commencer peut-être par expliquer ce que toi et Zest, vous pouvez apporter au niveau des indépendants, et peut-être après faire une parenthèse sur Bilobey et où toi tu peux intervenir avec Bilobey. Donc avec Zest, j'ai développé une seule offre. J'accompagnais les entreprises, comme je disais, avec une dynamique qualité de vie au travail, stratégie de com interne. Et puis en fait, de fil en aiguille, on m'a sollicité sur d'autres sujets qui étaient relatifs à la communication globale et à ce qui peut toucher à l'ADN. Donc comme je te disais, l'ADN, les valeurs, raison d'être, mission, enfin tout ce qui peut faire les fondamentaux, les essentiels, l'essence d'une entreprise qui lui permet de construire sa communication dessus avec authenticité pour redonner confiance. Donc j'étais beaucoup sollicitée là-dessus. Et puis j'ai fait pas mal d'événements aussi qui m'ont permis de rencontrer de plus en plus
de TPE ou d'entrepreneurs, de consultants dans ce sujet-là, parce que je voulais cette histoire de petit colibri dont je parlais tout à l'heure, ça passait aussi par de l'événementiel pour moi, de faire rencontrer ces gens, de les faire parler sur des sujets précis autour du monde qui change. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment des beaux messages et qu'on n'entend pas assez fort, et ça me tenait à cœur. Et ça m'a amené à rencontrer du coup des consultants ou des entrepreneurs qui finalement sont les moins bien lotis en termes d'accompagnement en communication. Parce que pas le budget, parce que pas le temps, parce que quand t'es tout seul tu dois tout savoir faire. Enfin voilà, on sait ce que c'est, hein. Et du coup, à force d'échanger avec eux, y en a une qui m'a sollicité il y a quelques mois en me disant écoute, moi j'ai besoin d'aide, j'aimerais que tu me coaches sur ma com. Que tu me coaches sur ma com. Et là je me suis dit wow, je suis pas coach. Tu sais, ce travers qu'on a en France d'avoir besoin de diplôme pour faire quelque chose, voilà. J'étais typiquement là-dedans et je me suis dit, sur le coup, j'étais pas OK. Et puis j'ai fait mon chemin là-dessus et j'ai lancé une offre qui marche encore bien aujourd'hui, qui est vraiment, vraiment cool, qui est du coaching communication, du coup, où mon côté, comme dit, très proche des valeurs, mon expérience de vie, mon chemin yogi aussi, qui fait que j'associe souvent mes accompagnements avec les accords Toltec ou voilà, avec une écoute et une bienveillance que j'essaye d'incarner d'un bout à l'autre. Ça fait, du moins dans les retours que j'ai, beaucoup de bien, et ça permet aussi aux gens de prendre du recul, aux entrepreneurs concernés en tout cas qui m'appellent, de prendre du recul et de leur amener une structure et l'équivalent des grandes lignes d'un plan de communication. Donc on fait ça on essaye de faire ça en 6 séances de 2 heures, juste avec eux. Moi il y a encore les heures à côté, hein, mais du coup, pour eux, c'est pas énormément de temps, c'est un budget qui reste raisonnable et ça leur permet d'avoir les grandes lignes d'un plan de com et d'être sensibilisés à ces sujets-là, à leur niveau et avec leurs impératifs et leurs priorités. Donc du coup, c'est une offre que j'avais développée pour les indépendants en parallèle de l'offre que j'ai toujours pour les TPE, PME, voire plus grandes entreprises selon les besoins, les demandes en stratégie de communication responsable, où souvent j'interviens du coup dans les entreprises plus en mode collectif avec d'autres consultants. Donc là, par exemple, il y a un gros projet en ce moment où on intervient à 3 consultants, une consultante RSE qui intervient plus sur la partie du coup RH, impact social, moi sur la partie comme responsable et le 3e consultant qui est plus sur la partie commerciale, marketing. Et du coup, à nous 3, on peut balayer tous les objectifs du projet qu'on nous a fixé. Donc ça reste un travail en équipe et comme on le disait tout à l'heure, c'est quand on parle de RSE ou de ce genre de stratégie, de ce genre de démarche, c'est plusieurs métiers qui permettent d'y arriver et c'est pour ça que j'aime bien intervenir avec d'autres consultants sur ces sujets. Donc voilà. Et puis on a parlé de Bilobé aussi, donc je le place ici parce que ça en fait partie. Je vais rejoindre l'aventure Bilobé dans quelques semaines. Puisque j'ai été appelée en fait pour de par ma communication, mon état d'esprit, de par mon envie d'être un petit colibri, on m'a proposé de devenir un gros colibri. Donc je me suis dit pourquoi pas devenir un gros colibri, ça me branche bien. Donc effectivement, je risque je vais passer sous le nom de Bilobé dans quelques semaines et je serai du coup consultante pour ce fameux calculateur d'impact de campagne de communication pour être vraiment dans le concret et spécifiquement comme responsable. Super. Ouais. Super, une belle aventure qui s'annonce alors. Ouais, encore un beau virage, encore une belle aventure. Et puis voilà, ça fait sens, c'est dans la continuité des mouvements que j'ai voulu vivre et de ce que j'ai voulu apporter. Et je vois ça vraiment comme une opportunité d'aller un cran au-dessus dans ce que j'ai envie de faire. C'est cool, cool. C'est le meilleur qu'on te souhaite. Hein. Merci. D'ailleurs, comment ça se passe un rendez-vous avec Diane ? Donc je reste, bien évidemment, toujours
dans Zest, parce que je reste persuadé que ce soit chez Zest ou que ce soit chez Bilobé, moi je te connais depuis très longtemps et t'as toujours resté t'es toujours resté avec tes principes et du coup je me doute qu'on va pas retrouver une Diane complètement métamorphosée. Tu resteras la Diane. Ce que j'apprécie d'ailleurs, et je pense que dans ce podcast les gens apprécieront, c'est cette voix très posée, très je t'ai toujours entendu parler comme ça et du coup je me suis dit ça va être un petit mélange podcast comment dire qui instruit et en même temps ASMR. Il va y avoir les deux. C'est ce que j'allais dire, un truc un peu méditatif ASMR. Si tu veux, je peux parler comme ça. Mais tu sais que ça pourrait être un bon défi de faire un podcast ASMR. Mais voilà. Et du coup, donc que ce soit Zest ou Bilobé, comment se passe un rendez-vous avec Diane ? Alors, comment se passe ? C'est une question qui est pas évidente parce que, comme dit, ça dépend vraiment de la personne et de son besoin du moment. Souvent, les gens qui me contactent sont des gens qui ont été interpellés par mes publications, mes partages, mes messages pas forcément forts, mais qui font sens ou qui résonnent en eux. Ou parce qu'ils ont connaissance de mon parcours. On n'en a pas parlé, mais voilà, j'ai le fait que j'ai fait un burn-out, que j'ai rebondi, que je suis passée par le yoga, que j'ai créé mon entreprise. Enfin, il y a des choses qui font écho et du coup, les gens ont envie d'en savoir plus sur moi et sur ce que je fais parce que c'est vraiment la personne, je crois, qui les interpelle et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Donc c'est vrai que souvent quand je suis contactée, après pour les entreprises c'est encore différent, c'est souvent de la recommandation, mais c'est un peu pareil finalement, c'est parce que des consultants avec qui j'ai bossé ou des entreprises avec qui j'ai bossé ont parlé de moi et finalement l'intérêt est assez spécifique sur le sujet. Donc j'ai la chance la plupart du temps d'être contactée par des gens qui sont soit vraiment interpellés et ont envie de changer les choses et ont envie de parler de com responsable, soit ils ont envie de parler avec moi et du coup c'est cool et ça fait plaisir. Donc c'est toujours dans de bonnes conditions et puis ça se passe comme je pense beaucoup de monde. Je fais un rendez-vous découverte, j'ai besoin d'écouter les gens, j'ai besoin, je crois énormément au feeling quand on travaille, autant quand on choisit en consultant que quand on accepte de travailler avec un client. Parce que c'est aussi important de le dire dans ce sens-là. Des fois, il vaut mieux refuser. Même en tant que consultant, c'est pas forcément. Moi, en tout cas, je préfère lâcher un business quand je sens que ça va pas le faire parce que je suis pas la bonne personne et je rends ni service à la personne ni à moi. Donc voilà, cette question de feeling qui est très importante, cette écoute et puis voilà, à partir d'un compte rendu, ça me permet d'évaluer si je suis sûre de pouvoir agir, si je suis sûre de pouvoir agir seule, de pouvoir tenir ma promesse. Ouais. Ou si je pense que je peux le faire mais avec d'autres personnes ou recommander effectivement certains membres de mon écosystème qui sont complémentaires. Et après, après, ça dépend du projet. Okay. C'est comme dit, c'est soit, si c'est les séances d'accompagnement, ça se passe sur des séances de 2 heures en visio et on avance en moyenne sur 3, maximum 4 mois pour la partie entrepreneur. Après, les entreprises, comme dit, si c'est des rendez-vous de conseil, ça peut être des choses qui sont assez vite faites au format d'atelier ou de mini-séminaire ou carrément des gros projets sur plusieurs mois, quoi. Donc c'est assez sur mesure, quoi. D'accord, ok. Et toi, une journée dans ta vie, comment ça se passe ? Une journée dans ma vie. Une journée dans ma vie. Alors, tous les jours sont différents, mais je pense que si je peux te donner des grandes lignes de choses qui se répètent et qui sont importantes pour moi, je me réveille, je prends un temps pour moi. Je commence toujours avec minimum 10 minutes de méditation, en fait.
parce que j'ai toujours eu ce cerveau qui tourne à 1000 à l'heure avec des milliards d'idées, que j'ai beaucoup de mal à canaliser, je veux aller trop vite et tout ça. Donc depuis que je suis partie en Inde, je m'impose, et j'y prends plaisir, mais je me l'impose quand même, de commencer ma journée avec un minimum 10 minutes de méditation devant mes fenêtres. Voilà, j'écoute les oiseaux, tout ça, je m'ancre dans l'instant présent. Si j'ai le temps, je fais un petit peu de yoga, sinon je le fais plus tard dans la journée, mais ça c'est pareil, soit c'est le matin, soit c'est en fin de matinée pour faire une pause, mon petit yoga, et puis après c'est pas vraiment ça dépend vraiment des jours et des accompagnements. En général, dans une semaine, j'ai 2 ou 3 accompagnements sur des coachings d'entrepreneurs. Et puis le reste du temps, je suis en ce moment sur un gros projet qui me prend pas mal de temps, entreprise. Il y en a un deuxième qui arrive. Et puis il faut, comme tout entrepreneur aussi, des moments dans la semaine. Donc je parle pas en journée, je parle en semaine, mais j'ai du mal à parler en journée, je suis désolée. Où je prends des temps pour l'administratif, voilà, les joies de l'entrepreneuriat, la compta, tout ça. Tout ça. Et puis de temps en temps, le soir, petit apéro, petite séance de sport, je vis quoi. Ça c'est bien, c'est important. Il faut se laisser du temps. Ouais, on l'oublie et on l'oublie et comme dit, pour avoir fait un burn-out et en fait on vit dans un pays et dans un système où on a plein de belles choses, je crache pas dessus, mais des fois un peu quand même. Mais on est vite rattrapé et voilà, comme dit, moi je suis partie en Inde un mois, je connais plein de gens qui sont partis faire des retraites au Népal ou des trips, voilà, et on a pris des décisions souvent dans nos voyages où on a acquis certaines choses qu'on perd en fait quand on revient en France, parce qu'on a quand même un système qui fait que c'est difficile de faire abstraction et d'ancrer d'autres habitudes parce qu'on est conditionné énormément. Mais quand on en a conscience, ça permet quand même d'agir dans le bon sens et de s'imposer, de se fixer des objectifs d'un massage par mois, de 2 séances de sport par semaine minimum. Mais finalement... ça sert à quoi de vivre si on prend pas soin de ça, quoi. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Alors, du coup, moi, j'ai depuis le dernier podcast, sur idée d'ailleurs du dernier invité, mis en place la question à l'invité. Donc en gros, je pose toujours la même question pour savoir un petit peu chaque invité quels sont pour découvrir la réponse de chaque invité et du coup découvrir et comprendre un peu mieux l'invité. Donc cette question est simple. Aujourd'hui, quel est ton meilleur souvenir ou non, qu'est-ce qui te plaît dans ton... Putain, j'ai un trou. Attends, je fais une pause. J'ai un trou parce qu'en fait, on a débattu tellement longtemps là-dessus. Je veux que tu le gardes comme ça. Ah, attends, je sais plus ce qu'on avait dit. En fait, j'avais posé une question. Et du coup, chose mise en place sur le dernier podcast, je vais te poser la question que je vais dorénavant poser à tous les invités. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier ? Alors, je prends juste quelques secondes. Prends le temps. J'aime énormément de choses dans mon métier. C'est... Oh là là. Alors, dans le métier en lui-même, comme je te disais, et je l'ai dit 2 ou 3 fois, ce que j'aime, c'est de me sentir vraiment utile et de savoir que je peux jouer un rôle, même petit à mon échelle, pour accompagner, pour amener de la douceur, de la bienveillance, autant vis-à-vis du monde que vis-à-vis de la société, voilà, des gens dans les entreprises ou par rapport à la notion de QVT, quoi, qualité de vie au travail. Et j'aime me sentir un peu une actrice, quoi, d'un monde meilleur, ce petit colibri, voilà, dont j'ai parlé 2-3 fois et
je crois que j'ai besoin d'avoir un métier comme plein de gens, hein. Aujourd'hui, cette fameuse quête de sens et tous ces gens depuis l'année dernière qui ont créé leur entreprise, c'est clair qu'on est tous un petit peu là-dedans, mais ouais, vraiment, je suis fière de faire ce que je fais. Après, il y a aussi, au-delà du métier, quand tu es entrepreneur et puis finalement, même quand tu es en entreprise, mais la richesse du réseau, c'est quelque chose de superbe. Et je suis aussi... j'adore ça. Et ça fait partie des choses dont je suis pleine de gratitude et que j'adore, c'est d'avoir rencontré des personnes formidables depuis que j'ai créé mon entreprise, d'avoir découvert des métiers vraiment différents, enrichissants, qui m'ont ouvert mes œillères sur plein de choses et qui m'ont amené aussi là où je suis aujourd'hui et de co-construire aussi des choses aujourd'hui avec ces gens que j'ai rencontrés et qui sont des pépites. Et en ça, c'est ce qui est beau, je pense, dans l'entrepreneuriat qu'on peut mettre à profit pour grandir et grandir ensemble si on peut, quoi. Les rencontres, c'est vrai que dans le cadre de nos métiers, c'est super enrichissant. Ouais, c'est précieux. C'est précieux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Diane, merci beaucoup pour ton temps. Eh ben, merci C'était à toi. un vrai plaisir de pouvoir dégrossir ce sujet sur lequel je m'y intéresse aussi, mais aujourd'hui, je m'occupe beaucoup moins, pour ainsi dire quasiment plus de communication. Hein, je suis, comme je t'avais expliqué, plus orienté maintenant de développement. Il n'empêche que je vais très bientôt démarrer une aventure aussi professionnelle parallèle par rapport à un projet sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs années. Et ce podcast d'aujourd'hui m'a permis de m'ouvrir l'esprit et surtout de mieux comprendre les enjeux, ce qui m'aidera grandement quand je réfléchirai à de la com, justement. Je te mettrai des liens utiles, même sur la notion INR, numérique responsable et tout. Je pense que ça va te faire kiffer et t'enrichir pour la suite. Tout ce qui est éducatif est bon à prendre. Moi, je suis un autodidacte sur énormément de choses et encore aujourd'hui, je continue à me former sur plein de choses, hein, parce que je trouve que c'est super important de ne pas rester uniquement sur ses acquis ou sur ce qu'on a pu étudier. On en apprend tous les jours, donc même si c'est pas forcément, je veux dire, je ne dors pas RSE, je ne mange pas RSE, hein, je suis pas. Bon, après, tu sais, je vis RSE de ouf parce que forcément, j'en bouffe un paquet. Mais je suis pas non plus exemplaire sur tout. Hein. Juste pour aussi... ça peut être intéressant même de finir là-dessus, c'est que personne n'est tout vert ou tout blanc, quoi. C'est quelque chose que je dis souvent, même dans mes publications. J'aime à rappeler que je parle de belles choses et c'est pas que je dis qu'il faut faire les choses, mais je pense que chacun fait de son mieux. On a parlé d'une ou deux entreprises aussi là dans le podcast qui font des choses mais qui ont encore beaucoup à faire. Voilà, il y a des entreprises clairement aujourd'hui qu'on n'aime pas pour plein de raisons, mais qui essayent de faire des choses. Et je pense que, et là je fais encore le lien avec les accords Toltec, fais de ton mieux, c'est déjà très bien. Hein. Et je pense que si chacun fait de son mieux en ayant pris conscience des choses et vraiment fait de son mieux, pas juste pour faire joli, mais pour faire de son mieux avec sens, on peut déjà faire plein de choses sans être tout blanc ou tout vert, quoi. Tout à fait. Le plus important, comme tu disais tout à l'heure, pour reciter le greenwashing, c'est qu'il faut que ce soit naturel et qu'on en ait envie. Voilà, il ne faut pas se forcer parce que sinon, c'est quelque chose qui ne sera pas pérenne, quoi. On va le faire 3 fois pour dire que... Et puis après, c'est terminé. Merci beaucoup, Diane. Merci pour ton temps. Merci pour vraiment la qualité de tes informations. Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir, c'était un vrai exercice aussi pour moi, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à parler de tout ça, j'ai beaucoup de mal à me canaliser, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à passer ce moment avec toi et j'espère que mes messages seront entendus et partagés par le plus grand monde. Écoute, pour moi, on est pile dans l'objectif de temps. C'est un podcast par mois, donc je laisse le temps aux gens de le découvrir. Qu'ils fassent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ils ont le temps en un mois de l'écouter. Donc,
Il n'y a pas de souci, on est bien dans l'objectif. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite comme d'habitude à vous abonner pour ceux qui l'écoutent sur YouTube, les podcasts de Logan. Ils vont arriver progressivement sur les plateformes type Deezer, Spotify, Google Podcast, j'ai mis, je crois aussi sur Apple, si je me trompe pas. C'est en cours, hein, je suis en train de tout organiser, les visuels, tout ça, pour avoir quelque chose d'agréable. Comme d'habitude, c'est toujours en diffusion gratuite, donc profitez-en, consommez-en, éduquons-nous. Et je vous retrouve pour le prochain podcast du mois suivant. Alors aujourd'hui, malheureusement, je vais pas le teaser comme la dernière fois, parce que là, j'ai 3 sujets en bataille et je ne sais pas encore lequel mettre le mois prochain. Mais en tout cas, je tenais à faire celui-ci avec toi ce mois-ci. J'en suis super content. Merci beaucoup et bonne continuation dans tes podcasts, du coup, c'est précieux. Merci beaucoup Diane et à bientôt tout le monde.